centimes. Le matin où l'huissier a sonné à 7h30, je finissais mon café debout dans la cuisine. Je savais que c'était lui avant même d'ouvrir la porte. Il y a un bruit particulier dans la façon dont les huissiers frappent, quelque chose de méthodique et d'indifférent à la fois, comme quelqu'un qui tape un code sur un clavier et non comme quelqu'un qui attend qu'on lui réponde. J'avais 43 200 € de dette. Mon compte était bloqué depuis la veille. Mon associé avait disparu avec la caisse de l'entreprise 6 semaines plus tôt, laissant derrière lui des factures impayées, des fournisseurs en colère, et une société en dépôt de bilan dont j'étais le seul gérant encore présent pour en répondre. J'avais 34 ans, une ex-femme, une fille de 6 ans que je voyais le week-end, et ce matin-là, en ouvrant la porte à l'huissier, j'avais compris que tout ce que j'avais construit venait de s'effondrer d'un seul coup. Mais je n'avais pas pleuré. Pas encore. Parce qu'une chose étrange se passe quand on touche vraiment le fond, on devient d'une clarté absolue. Les distractions disparaissent. Les illusions aussi. Et ce qui reste, ce qui tient quand tout le reste est parti, c'est la seule chose qui a toujours appartenu qu'à vous. Je me souviens d'avoir regardé l'huissier dans les yeux, ce matin-là, et d'avoir pensé, d'accord. On repart de là. 3 ans plus tard, les 43 000 € étaient remboursés jusqu'au dernier centime, et je dirigeais une entreprise qui en valait 10 fois plus. Mais entre ces deux moments, il y a une histoire que peu de gens connaissent. Pour comprendre comment on se retrouve avec un huissier à la porte à 7h30 du matin, il faut remonter à Bordeaux, à l'entreprise et à Sébastien. Je m'appelle Julien Marchand. J'ai grandi à Mérignac, la banlieue ouest de Bordeaux, dans une famille ordinaire de la classe moyenne basse. Mon père était technicien de maintenance dans une usine de papier, ma mère enseignait le français dans un collège du quartier. On n'était pas pauvres, on n'était pas riches. On était dans cette zone intermédiaire où les fins de mois existent comme concept réel et non comme expression, où les vacances se font dans le camping-car que mon père avait acheté d'occasion et réparé lui-même pendant 2 étés, où chaque dépense un peu importante fait l'objet d'une réunion familiale informelle autour de la table de la cuisine. Il y avait dans notre rue à Mérignac un voisin que tout le monde appelait Monsieur Dumas, un homme de 70 ans, retraité de la SNCF, qui passait ses après-midi dans son garage à restaurer des motos d'époque. Le bruit du moteur qu'il essayait et relançait ponctuait nos étés avec une régularité de métronome. Je l'avais regardé travailler des centaines de fois depuis la fenêtre de ma chambre, et ce qui m'avait toujours frappé, c'était la patience absolue avec laquelle il approchait chaque problème. Une moto qui ne démarrait pas n'était pas un obstacle, c'était un puzzle. Il décomposait, cherchait, testait, recommençait. Il n'était jamais pressé. Il ne se mettait jamais en colère contre la machine. La machine ne ment pas, m'avait-il dit un jour quand j'étais descendu lui parler depuis le trottoir. Elle te dit exactement ce qui ne va pas. C'est toi qui dois apprendre à l'écouter. J'avais peut-être 12 ans. Je n'avais pas compris que c'était une leçon sur la vie autant que sur la mécanique. Mon père avait une qualité que j'ai mise du temps à reconnaître comme telle. Il ne se plaignait jamais de son travail. Pas parce qu'il aimait passionnément la maintenance industrielle, je doute qu'il ait eu pour les roulements à billes et les courroies de transmission la passion d'un artiste pour son médium. Mais parce qu'il considérait le travail comme un contrat entre lui et le monde, un contrat dont il respectait les termes avec une rigueur qui n'avait rien d'héroïque et tout d'admirable. Il rentrait à 17h30, il se lavait les mains à l'évier de la cuisine avec du savon spécial atelier, il regardait le journal télévisé en mangeant, et il repartait le lendemain matin à 6h50 avec son thermos de café. Cette régularité n'était pas de la résignation. C'était une façon d'habiter sa vie avec intégrité. Ma mère, elle, avait une qualité différente et complémentaire. Elle posait des questions. Pas des questions intrusives, pas des questions qui cherchent à déstabiliser, des questions qui cherchent à comprendre. Elle m'avait demandé, lors d'un dîner de mes 17 ans, « Qu'est-ce que tu veux construire dans ta vie, Julien ? Pas comme métier, comme vie. » J'avais répondu quelque chose d'imprécis sur le fait de vouloir faire quelque chose d'important. Elle avait hoché la tête. Important pour qui ? Je n'avais pas su répondre. Mais la question était restée, accrochée quelque part dans un coin de ma tête, et elle resurfacerait des années plus tard dans des circonstances que ni elle ni moi n'aurions pu prévoir. Après un BTS commerce, j'avais travaillé 3 ans comme commercial dans une société de fourniture de bureaux, un boulot convenable, des résultats corrects, une existence qui avançait sans se presser vers nulle part en particulier. Et puis j'avais rencontré Sébastien Dorel lors d'un salon professionnel à Bordeaux. Sébastien avait 30 ans, une énergie débordante, un discours sur l'entrepreneuriat qui vous donnait envie de quitter votre emploi dans l'heure, et une idée que je trouvais géniale. Créer une agence de services événementiels pour les entreprises de la région bordelaise, organisation de séminaires, team building, soirées de gala, avec un positionnement sur le haut de gamme et une approche personnalisée qui se démarquait des prestataires industriels. Il avait l'enthousiasme et les relations. Moi j'avais les compétences commerciales et le sens de l'organisation. On s'était associés 6 semaines après cette première rencontre. J'avais mis mes économies, 22 000 € constituées en 5 ans de travail, dans la société. Sébastien avait apporté son réseau et promis un apport équivalent en nature, ce qui, je m'en rendrai compte trop tard,
était une façon élégante de ne rien mettre du tout. Les 2 premières années d'événements prestige avaient été véritablement bonnes. On avait des clients, on avait de la réputation, on travaillait dur et avec plaisir. Je m'étais marié avec Claire, une femme que j'aimais et qui m'aimait, et notre fille Léa était née en fin de première année avec ce timing parfait des enfants qui arrivent quand les parents sont assez solides pour les accueillir et assez heureux pour ne pas s'en apercevoir. Sébastien était le parrain de Léa. Je lui faisais confiance comme à un frère. Les bons moments de cette période méritent d'être nommés, parce qu'ils étaient réels. Ce n'était pas une illusion totale, ce n'était pas une fraude de la première heure. Pendant 2 ans, on avait vraiment construit quelque chose, des événements réussis, des clients satisfaits, une réputation qui se construisait par le bouche à oreille dans les cercles d'entreprises bordelaises. J'avais organisé un séminaire pour 200 personnes dans un château du Médoc, un gala de fin d'année pour une société pharmaceutique dans les caves de Saint-Émilion, des team building sur l'estuaire de la Gironde pour des équipes de cadres qui revenaient épuisés et contents. Ce travail me plaisait. La logistique, la relation avec les clients, la façon dont un événement réussi laissait une impression durable sur les gens qui y avaient participé, j'aimais tout ça sincèrement. Sébastien, lui, aimait la partie visible, les réceptions, les contacts, les soirées où il représentait l'entreprise avec cet enthousiasme contagieux qui était son principal capital humain. Et pendant 2 ans, cette division naturelle des rôles avait fonctionné. Je m'occupais de l'organisation, il s'occupait du développement commercial. On se complétait. Je n'avais pas vu ou pas voulu voir que la complémentarité masquait un déséquilibre fondamental. Moi je travaillais, lui il apparaissait. C'est précisément ce qui avait rendu ce qui suivit si difficile à traverser. Les premiers signes, je les avais vus sans les voir, cette capacité particulière qu'ont les gens de bonne foi de rationaliser ce qui les dérange. Des dépenses de représentation qui semblaient élevées, mais que Sébastien justifiait toujours avec des arguments plausibles. Des clients importants que je n'avais jamais rencontrés et dont Sébastien gérait les relations personnellement. Un compte bancaire secondaire que Sébastien avait ouvert pour la trésorerie de projet et dont je n'avais pas les codes. Des réponses légèrement trop fluides à des questions légèrement trop précises. Et puis, un vendredi soir de novembre, Sébastien n'était pas venu au bureau. Il n'avait pas répondu au téléphone. Il n'avait pas répondu aux messages. Le lundi matin, son appartement était vide. Ses affaires personnelles avaient disparu. Le compte bancaire secondaire avait été vidé de ses 41 000 euros. Et la société avait, sur ses comptes principaux, des dettes fournisseurs que je découvrais pour la première fois, des factures que Sébastien avait reçues, enregistrées, et pas payées depuis 3 mois, en utilisant l'argent entrant pour alimenter le compte dont j'ignorais l'existence. Le vendredi soir, quand j'avais réalisé que Sébastien ne répondait pas, j'avais d'abord rationalisé. Il était peut-être malade, peut-être un problème personnel, peut-être le téléphone sans batterie. J'avais attendu le samedi. Rien. Le dimanche, j'étais allé sonner à son appartement dans le quartier Saint-Michel. La porte n'avait pas répondu. J'avais demandé à la gardienne, une dame portugaise qui connaissait ses résidents. Elle avait eu une hésitation imperceptible. Il est parti vendredi avec des valises, avait-elle dit finalement. Beaucoup de valises. Je m'étais souvenu de M. Dumas et de ses motos, la machine ne ment pas. Je rentrais chez moi. Je n'avais pas dormi. J'avais passé ce lundi matin assis dans le bureau vide à lire les relevés que la comptable m'apportait avec ce silence de quelqu'un qui porte une mauvaise nouvelle depuis plusieurs jours et ne sait pas comment la poser. Elle s'appelait Nadine, elle avait travaillé avec nous depuis le début, et elle avait manifestement su avant moi, ou du moins senti quelque chose. Elle posait les pages sur le bureau sans les commenter, avec des gestes précis et retenus comme quelqu'un qui démine un terrain. 43 200 euros de dettes consolidées, entre les fournisseurs impayés, les charges sociales en retard, et un prêt bancaire dont Sébastien avait manqué 2 échéances sans m'en parler. La caisse disponible, 4 300 euros. J'avais regardé les chiffres un long moment. Mes mains étaient posées à plat sur le bureau, comme si elles avaient besoin de sentir quelque chose de solide. Il y avait un goût métallique dans la bouche que je reconnaîtrai plus tard comme le goût physique du choc, pas de la peur. Pas encore, juste la réalité qui entre dans le corps avant que le cerveau ait eu le temps de la formuler. Nadine avait dit à voix basse, « Je suis désolé, Julien. » C'était la première fois qu'elle m'appelait par mon prénom. Je lui avais dit merci. Je ne savais pas de quoi je la remerciais exactement. Peut-être simplement d'être restée là ce matin-là. J'avais appelé Claire depuis le bureau. Elle avait décroché à la 2e sonnerie. « Il faut qu'on parle ce soir », avais-je dit. Elle avait entendu quelque chose dans ma voix. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Ce soir. » Pas au téléphone. Un silence. « Julien. » « Qu'est-ce qui se passe ?» Sébastien est parti. Avec l'argent. L'entreprise est dans les dettes. Je suis seul gérant. J'avais entendu sa respiration changer. Pas un cri, pas une exclamation.
Juste ce silence particulier des gens qui absorbent quelque chose de lourd et cherchent à ne pas le laisser paraître. Je rentre à 19 heures, avait-elle dit finalement. On mange, on couche Léa, et on parle. On avait parlé jusqu'à 2 heures du matin ce soir-là. Claire avait posé les questions justes, dans l'ordre juste, avec cette précision méthodique qui était sa façon à elle d'affronter les crises, comprendre d'abord, réagir ensuite. À 2 heures du matin, on avait une liste, les dettes dans l'ordre de priorité, les actifs récupérables, les démarches légales à enclencher, et une question centrale sans réponse encore. Est-ce qu'on essaie de redresser l'entreprise ou est-ce qu'on prononce le dépôt de bilan et on repart de zéro autrement? Si tu déposes le bilan, tu n'es plus responsable des dettes au-delà de ton apport en capital, avait dit Claire. Je suis gérant de droit. Les fournisseurs peuvent se retourner contre moi personnellement pour les dettes sociales et fiscales. Donc tu ne peux pas simplement fermer et repartir. Non. Alors c'est quoi l'autre option? Essayer de rembourser. Trouver du travail, générer des revenus, rembourser progressivement. Combien de temps? Je calcule 2 à 3 ans minimum. Claire avait regardé ses mains posées à plat sur la table. Léa dormait dans la chambre à côté. La maison était silencieuse et la nuit dehors avait cette qualité particulière des nuits de novembre à Bordeaux, froide, humide, avec le vent dans les arbres du jardin. On le fait, avait-elle dit finalement. Claire, ça va être difficile. Les restrictions financières, l'incertitude. Julien, avait-elle dit avec une fermeté tranquille qui ne souffrait pas de discussion. On le fait. Je n'avais pas su répondre à ça. Je lui avais serré la main sur la table. Elle n'avait pas lâché. Le lendemain matin, j'avais appelé un avocat spécialisé en droit des affaires, Maître Fontaine, recommandé par la Chambre de commerce de Bordeaux, une femme de 50 ans avec des lunettes à monture rouge et une façon de parler qui allait toujours droit au fait. Elle m'avait reçu en urgence. Votre situation est sérieuse, mais pas désespérée, m'avait-elle dit après avoir examiné les documents que j'avais apportés. Vous êtes gérant de droit, ce qui vous expose sur les dettes sociales et fiscales. Mais si vous entamez immédiatement une procédure de remboursement volontaire et que vous coopérez avec les créanciers, vous évitez la liquidation judiciaire et ses conséquences personnelles les plus lourdes. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez devoir négocier un plan d'appurement avec chaque créancier. Les fournisseurs en priorité, parce que ce sont eux qui peuvent le plus facilement déclencher une procédure judiciaire. L'URSSAF ensuite, ils sont moins réactifs mais plus dangereux à long terme. La banque, on peut obtenir un rééchelonnement du prêt. Et vous avez besoin de revenus réguliers pour financer tout ça. J'ai besoin de travailler. Oui. Et vite. J'étais sorti du cabinet de Maître Fontaine avec une liste d'actions classées par ordre d'urgence et un sentiment étrange, pas exactement de l'espoir, pas exactement de la résignation. Quelque chose entre les deux, quelque chose qui ressemblait à de la détermination froide. Il y avait un chemin. Le chemin était long et difficile. Mais il existait. Les semaines qui avaient suivi avaient été les plus intenses de ma vie adulte. J'avais contacté chacun des créanciers personnellement, pas par courrier recommandé, pas par l'intermédiaire de l'avocat seulement, mais en personne ou au téléphone, pour expliquer la situation, assumer la responsabilité sans excuse inutile et proposer un plan. Cette démarche directe avait surpris certains fournisseurs qui s'attendaient à des procédures, des délais, des avocats qui répondent à des avocats. La nuit qui avait précédé ma première visite chez Aubert, j'avais eu du mal à dormir. Pas à cause de la peur exactement, plutôt à cause de cette nervosité particulière des moments où on va dire quelque chose de difficile à quelqu'un qu'on n'a pas choisi de blesser et qui a quand même été blessé. Je m'étais levé à 2 heures du matin, j'avais fait du café dans la cuisine sans allumer la lumière du plafond, juste la petite lampe au-dessus de la gazinière, et j'avais passé 1 heure à préparer ce que j'allais dire. Non pas un discours, une liste. Les faits, les chiffres, la proposition, les alternatives. Si Aubert refusait mon plan, que proposais-je d'autre? Si Aubert exigeait plus, quelle était la limite au-delà de laquelle l'arrangement devenait impossible financièrement? Cette préparation n'était pas de l'anxiété productive, c'était du respect. Aubert méritait que je sois préparé. Il méritait que je n'arrive pas à improviser face à lui. Claire m'avait trouvé à la table de la cuisine à 3 heures du matin. Elle s'était assise en face de moi sans rien demander. « Tu prépares la réunion ?» avait-elle dit en regardant mes notes. « Oui. Tu es prêt. Tu ne sais pas ce que je vais dire. »« Non. Mais je sais comment tu le prépares. » Ça suffit. Elle était retournée se coucher. J'avais continué mes notes encore 1 heure. Puis je m'étais endormi sur le canapé du salon, la lumière de la gazinière encore allumée, le carnet sur la table. Un fabricant de mobilier de réception, un homme de 60 ans nommé René Aubert, dont l'entreprise familiale m'avait livré du matériel pour 3 événements et attendait 12 000 €, m'avait reçu dans son entrepôt. « Vous auriez pu disparaître comme votre associé », m'avait-il dit directement. « Je ne suis pas mon associé. »« Non. Je vois ça.
Il avait regardé ma proposition de remboursement 800 € par mois pendant 15 mois, plus les intérêts légaux. Pourquoi vous ne faites pas juste le bilan et vous en foutez? Parce que je vous dois cet argent. Vous avez livré ce que vous avez promis. Ce n'est pas votre faute si mon associé a volé la caisse. Un silence. Aubert avait posé les papiers. D'accord pour votre plan. Mais si vous ratez une seule échéance sans me prévenir à l'avance, j'enclenche la procédure. C'est juste. On s'était serré la main. En sortant de son entrepôt, j'avais noté dans mon carnet « Aubert accord ». 800 € au mois. Première échéance 15 janvier. C'était le premier créancier sur 12. 11 restaient. Pour avoir les revenus nécessaires au plan de remboursement, j'avais dû reprendre un emploi salarié. Après 5 ans d'indépendance, c'était une forme de régression que l'ego aurait pu trouver difficile à avaler. Je n'avais pas de temps pour l'ego. J'avais besoin de 2500 € net par mois minimum pour couvrir le loyer, les charges de la famille et les premières échéances de remboursement. J'avais envoyé des candidatures partout où ma profil commercial pouvait correspondre, responsable commercial, directeur des ventes, chef de secteur. J'avais eu 3 entretiens. J'avais accepté le premier poste qui convenait financièrement, responsable commercial régional pour une société de distribution de produits d'entretien professionnel, basée à Mérignac, à 20 minutes de chez moi. Ce n'était pas ce que j'avais imaginé pour mes 34 ans. Mais c'était ce dont j'avais besoin. Mon manager direct s'appelait Patrick Verdier. Un homme de 45 ans, ancien commercial lui-même, avec la prudence méfiante de quelqu'un qui a embauché des gens qui ont déçu ses attentes et qui en avait tiré des habitudes d'évaluation prolongées. Il m'avait reçu pour l'entretien d'embauche avec mon dossier ouvert devant lui et avait posé la question que je redoutais et attendais en même temps. Vous avez géré une entreprise pendant 2 ans. Pourquoi vous revenez en salarié? J'aurais pu construire une réponse habile, une formulation qui masquait la réalité. Je ne l'avais pas fait. Mon associé a détourné les fonds et disparu. L'entreprise est en dette. Je rembourse. J'ai besoin d'un revenu stable pour financer ce remboursement. Verdier m'avait regardé un moment sans rien dire. Vous n'êtes pas obligé de me dire tout ça. Je préfère que vous sachiez. Si vous apprenez ça autrement, ça ressemble à quelque chose que j'avais à cacher. Ce n'est pas quelque chose que j'ai à cacher. Un autre silence. Verdier avait refermé le dossier. Vous commencez lundi. Le travail chez Verdier était exigeant mais clair dans ses objectifs, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin. Des clients à gérer, des objectifs de vente, des tournées régionales, des comptes à rendre. Je m'y étais donné entièrement, non pas par passion pour les produits d'entretien professionnel, mais parce que c'était le moteur de mon plan et que le moteur devait tourner. Les journées avaient un rythme que j'avais appris à apprécier pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il aurait pu être dans une vie sans dette à rembourser. Le matin, j'arrivais le premier au bureau. Je préparais mes tournées avec une précision qui venait moins de la méthode que de la conscience aiguë que chaque visite client, chaque vente réussie, chaque prime gagnée contribuait au plan. Ce n'était pas une motivation abstraite. C'était arithmétique. Si je dépassais mes objectifs de 20% ce mois-ci, je pouvais payer double l'échéance d'Aubert. Si je payais double l'échéance d'Aubert 2 mois d'affilée, sa dette était soldée 2 mois plus tôt. 2 mois plus tôt sur Aubert, c'était 2 mois de plus de trésorerie disponible pour accélérer sur le créancier suivant. Ce plan en cascade avait quelque chose de presque mathématiquement beau quand je le regardais dans mon carnet, une série de dominos dont chacun, en tombant, accélérait le suivant. Mes collègues chez Verdier ne savaient rien de ma situation. J'avais choisi de ne pas en parler, non par honte, mais par pragmatisme. Ce que vous portez au bureau reste votre affaire tant que ça n'affecte pas votre travail. Et mon travail n'était pas affecté. Il était au contraire nourri par quelque chose que mes collègues n'avaient peut-être pas, la conviction viscérale que chaque appel passé, chaque client visité, chaque contrat signé avait une conséquence réelle et immédiate sur ma vie. Cette conviction donne une qualité d'attention que l'ambition abstraite ne génère pas. Il y avait eu un moment difficile au 4e mois, un jeudi de mars, lors d'une tournée dans le Lot-et-Garonne. J'étais assis dans ma voiture de fonction sur le parking d'une supérette de Villeneuve-sur-Lot, entre 2 visites clients, et j'avais ouvert mon carnet pour faire le point. J'avais calculé que si tout se passait comme prévu, il me restait 19 mois pour solder entièrement les dettes. 19 mois. Ce chiffre, ce jour-là, m'avait semblé immense d'une façon que je n'avais pas ressentie jusqu'alors. Pas décourageant, juste immense. Comme regarder une montagne depuis le bas et réaliser pour la première fois combien elle est haute. Non pas pour renoncer, mais parce que l'œil doit parfois mesurer honnêtement avant que le corps accepte de continuer. J'avais appelé Claire depuis ce parking. « Ça va ?» avait-elle demandé en entendant ma voix. « Oui. J'avais juste envie d'entendre ta voix. »« Tu es où ?»« Villeneuve-sur-Lot. Parking d'une supérette. Belle vue. Magnifique. On avait ri. C'était suffisant.
J'avais démarré la voiture, et j'étais allé à ma prochaine visite. Verdier avait remarqué mes résultats dès le 3e mois. Il m'avait convoqué dans son bureau. « Vous avez dépassé vos objectifs de 22%, avait-il dit en poussant un tableau vers moi. J'ai un bon secteur. Votre collègue avait le même secteur avant vous. Il ne dépassait pas les objectifs. Je n'avais pas répondu à ça. Il avait continué. Je vais vous proposer une prime trimestrielle. Et dans 6 mois, si ça continue, on parle d'une évolution. La prime trimestrielle avait été la première accélération dans mon plan de remboursement. Au lieu de payer les échéances minimales, j'avais commencé à payer double sur certains créanciers, en commençant par les plus petites dettes pour les solder rapidement et réduire le nombre de créanciers actifs. C'est une technique que Maître Fontaine m'avait suggérée. Chaque créancier que vous soldez entièrement, c'est une préoccupation en moins, une procédure possible en moins, et psychologiquement, c'est une victoire qui vous donne de l'élan pour les suivants. La psychologie du remboursement de dettes est réelle et sous-estimée. Il y a des jours où les chiffres semblent ne pas bouger, où 43 000 € ressemblent à une montagne dont on ne voit pas le sommet, où l'effort fourni paraît disproportionné par rapport aux résultats visibles. Ces jours-là, j'avais un carnet. Le même carnet que depuis le début, dans lequel je notais chaque paiement effectué, chaque créancier soldé, chaque dette réduite. Les chiffres n'avaient pas d'émotion, mais les rayés avaient, lui, quelque chose de physiquement satisfaisant. Je rayais les montants avec un stylo rouge. Quand une dette était entièrement soldée, je traçais une ligne en travers de la page entière. C'était mon tableau de bord, mon baromètre, ma preuve que quelque chose avançait même les jours où je ne le sentais pas. Il y avait eu un soir, au 8e mois, où j'avais failli décrocher. Pas au sens dramatique, pas une crise, pas une rupture. Mais quelque chose de plus insidieux, une fatigue accumulée qui prenait la forme d'une question simple et épuisante. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Je rentrais d'une journée de tournée, il était 19 heures, je m'étais garé devant la maison et je n'avais pas trouvé la force de sortir de la voiture immédiatement. Je m'étais assis là, les mains sur le volant, à regarder la lumière allumée dans le salon, Claire et Léa dedans, le bruit lointain de la télévision. Et j'avais pensé, si je ferme les yeux sur certaines dettes, si je prends la fuite version légale, déposer le bilan personnel, passer en procédure, est-ce que ça ne serait pas simplement plus raisonnable? J'étais resté dans la voiture 20 minutes. Et pendant ces 20 minutes, quelque chose de très simple s'était imposé, pas comme une révélation morale mais comme un constat pratique. Je ne pouvais pas regarder Aubert dans les yeux si j'avais abandonné. Je ne pouvais pas regarder mes parents. Je ne pouvais pas regarder Léa dans 15 ans et lui dire « Quand ça a été difficile, j'ai choisi le chemin facile ». Ce n'était pas de l'héroïsme. C'était de la cohérence avec une idée de moi-même que je n'étais pas prêt à abandonner. J'étais sorti de la voiture. J'étais entré dans la maison. Léa m'avait sauté dessus depuis le canapé. Claire avait levé les yeux depuis son livre. « Tu vas bien ?»« Oui. »« Longue journée. »« Il y a de la soupe. »« Parfait. » Parfois les crises se traversent dans le silence de 20 minutes dans une voiture garée, et personne n'a besoin de le savoir. Claire avait traversé cette période avec une résistance que je mesure encore mieux aujourd'hui, avec le recul. Elle avait accepté des restrictions financières importantes, moins de sorties, des vacances annulées, des achats reportés, un quotidien rendu plus étroit par des circonstances qu'elle n'avait pas choisies et dont elle n'était pas responsable. Elle ne s'en était jamais plainte devant moi. Pas une fois. Ce n'était pas de la résignation, c'était un choix actif et conscient, une décision qu'elle renouvelait chaque jour sans fanfare. Un soir, après que Léa était couchée, je lui avais demandé « Tu regrettes ?» Elle m'avait regardé. De quoi? De tout ça. La situation, les restrictions, le plan à 2 ans. Elle avait réfléchi un moment, sincèrement, sans répondre trop vite. Je regrette que Sébastien soit ce qu'il est, avait-elle dit. Mais non. Je ne regrette pas le reste. Même les vacances annulées? Elle avait souri. Julien. On va à la mer en juillet avec le camping-car de tes parents. Ce n'est pas les vacances annulées. C'est les vacances réelles. J'avais ri. Depuis les vacances de mon enfance dans le camping-car de mon père, c'était la première fois que cette image me semblait non pas un rappel de la pauvreté mais quelque chose de proprement bon. La crise avec Claire était arrivée au 10e mois. Pas une rupture, pas une trahison, mais une tension accumulée qui avait finalement trouvé une sortie lors d'une soirée ordinaire de mars. On avait eu une dispute sur quelque chose d'insignifiant, une facture de téléphone, le montant d'une dépense, quelque chose de ce genre, et la dispute avait grossi rapidement de façon disproportionnée, avec cette dynamique des conflits qui ne sont pas vraiment à propos de ce dont ils ont l'air. À un moment, Claire avait dit quelque chose qui m'avait arrêté net. « Je suis fatigué, Julien. Pas de toi. Pas du plan. Fatigué de ne jamais savoir si ça va aller. De calculer chaque euro. De ne pas pouvoir prévoir au-delà du mois suivant. » J'avais écouté. Sans me défendre, sans argumenter.
Je comprends, avais-je dit finalement. Est-ce que tu as une idée de quand ça finit? Dans 18 mois environ. Peut-être moins si les primes continuent. 18 mois. Oui. Elle avait regardé quelque part au-dessus de mon épaule, avec cette expression de quelqu'un qui fait un calcul intérieur. D'accord. 18 mois. Mais après, Julien, après, on reconstruit quelque chose qui nous appartient vraiment. Pas juste rembourser et survivre. Construire. Je te le promets. Elle m'avait regardé. Je sais. Cette conversation avait changé quelque chose dans ma façon de tenir le plan. Non plus rembourser pour sortir d'un problème, rembourser pour aller vers quelque chose. La différence semble mince, mais elle ne l'est pas. Fuir derrière soi et avancer vers quelque chose devant soi demande deux types d'énergie différents, et l'un des deux est infiniment plus durable. Au bout de 16 mois, 11 des 12 créanciers étaient soldés. Il restait l'URSSAF, le plus important en montant, 18 000 € de cotisations sociales arriérées, avec lesquelles j'avais négocié un étalement sur 24 mois. En suivant scrupuleusement les échéances et en ajoutant des paiements anticipés quand les primes le permettaient, j'avais réduit cette dette à 9 000 €. 9 000 € sur 43 200 cents de départ. C'est à ce moment-là, dans cet entre-deux où la fin était visible mais pas encore atteinte, que Verdier m'avait convoqué. Il avait posé un dossier sur le bureau. Julien, la direction nationale veut créer un poste de directeur commercial pour la région sud-ouest. Vous êtes le profil qu'il cherche. Ça implique une augmentation de salaire de 30% et une voiture de fonction. J'avais regardé le dossier. Je suis intéressé. Il y a une condition. Ils veulent quelqu'un de disponible à plein temps, sans activité parallèle ou contraintes personnelles lourdes. Vous parlez de ma situation financière. Je parle du fait que vous semblez porter quelque chose de lourd depuis votre arrivée ici. Je ne vous demande pas de détails. Je vous demande si dans 6 mois vous serez dans une position différente. Je m'étais souvenu de ce que Maître Fontaine m'avait dit lors de notre dernier rendez-vous. À ce rythme, vous pouvez solder l'URSSAF dans 5 à 6 mois. 6 mois. Oui, avais-je répondu. Dans 6 mois, je serai dans une position différente. Verdier avait hoché la tête. Alors on se reparle dans 6 mois. Ce « dans 6 mois » avait fonctionné comme un compte à rebours. Non plus comme une contrainte, mais comme une ligne d'arrivée visible. Je m'étais fixé un objectif précis, solder l'URSSAF avant la fin de l'automne. Pour y arriver, j'avais accepté des missions de conseil commercial en dehors de mes horaires de travail, rien qui concurrençait mon employeur, quelques journées de formation pour des équipes commerciales de PME locales que j'avais trouvées via le réseau de la Chambre de commerce. Ces missions m'avaient rapporté en 5 mois ce qu'il me fallait pour combler l'écart. Le dernier virement à l'URSSAF avait eu lieu un mercredi matin d'octobre, depuis mon téléphone, dans ma voiture garée devant une boulangerie de Pessac. 2300 €, le solde restant, envoyé en une fois, avec la référence du dossier dans le libellé. Quelques minutes plus tard, j'avais reçu un accusé de réception automatique. J'avais ouvert mon carnet. J'avais rayé la dernière ligne avec mon stylo rouge. Puis j'avais tracé une ligne en travers de toute la page. Zéro dette. 43 200 €, remboursé en 22 mois. J'étais resté assis dans la voiture sans démarrer pendant peut-être 10 minutes. Je ne savais pas exactement ce que je ressentais. Pas de la joie explosive, pas les larmes d'une délivrance dramatique. Quelque chose de plus calme, de plus profond, quelque chose qui ressemblait à ce qu'on ressent quand on pose un poids très lourd après l'avoir porté très longtemps, non pas une légèreté immédiate, mais une conscience soudaine du poids qu'on avait cessé de sentir à force de s'y habituer. Par la vitrine de la boulangerie, je voyais la boulangère qui disposait des croissants dans le présentoir avec des gestes précis, économes, chaque croissant placé exactement là où il devait être. C'était une scène ordinaire d'un matin ordinaire. Les gens qui entraient et sortaient ne savaient pas que l'homme dans la voiture grise venait de rayer la dernière ligne d'un plan de 22 mois. Et c'était bien ainsi. Ce n'était pas quelque chose qui avait besoin de témoins. Ça s'était passé entre moi et mon carnet et la référence de virement sur l'écran du téléphone. J'avais appelé Claire. C'est fait. Un silence. Puis, tout. Le dernier virement vient de partir. Je l'avais entendu expirer lentement, selon souffle de quelqu'un qui retient quelque chose depuis trop longtemps. Julien. Oui. On va fêter ça ce soir. Vraiment. Pas chez nous. Au restaurant. On peut se le permettre? Elle avait ri. Vraiment ri, d'un rire qui n'avait rien de forcé. Oui. On peut se le permettre. J'avais 1 heure avant mon premier rendez-vous. Je suis entré dans la boulangerie. J'ai commandé un croissant et un café au comptoir. Je les ai mangés debout, les coudes sur le zinc, comme quelqu'un qui a tout son temps. C'était la première fois en 22 mois que je faisais quelque chose sans calculer si je pouvais me le permettre. On avait dîné dans un restaurant du bord de la Garonne, un de ces endroits avec des lumières chaudes et une terrasse sur l'eau,
et Léa avait commandé des moules marinières avec le sérieux d'une enfant de 6 ans qui a décidé que cette soirée méritait un effort gastronomique. On n'avait pas beaucoup parlé de ce qui venait de se terminer. On avait surtout parlé de ce qui commençait. « Tu veux repartir à ton compte ?» avait demandé Claire entre 2 verres de Bordeaux blanc. « Oui. Mais différemment. » « Différemment comment ? » « Seul. Pas d'associé. Et avec un domaine que je maîtrise complètement. Le commercial. La formation commerciale. J'ai fait 5 mois de mission de conseil. Les entreprises ont besoin de ça et paient bien pour des gens qui connaissent vraiment le terrain. Claire avait réfléchi. Tu as des clients potentiels ? 3 contacts sérieux. 2 PME qui m'ont dit de les rappeler quand je serai libre. Et le réseau de la chambre de commerce. Combien il te faut pour démarrer ? Peu. Micro-entreprise au début, pas de locaux, pas de salariés. Quelques milliers d'euros de trésorerie de précaution. On a ça. Je l'avais regardé. Tu es sûr ? Julien. Tu as remboursé 43 000 euros de dettes que tu ne devais pas. Si tu ne peux pas faire confiance à ta capacité à construire quelque chose de solide après ça, je ne vois pas ce qu'il faudrait de plus. J'avais bu mon vin. Dehors, la Garonne réfléchissait les lumières de la rive en une traîne dorée émouvante. J'avais accepté le poste de directeur commercial chez Verdier, non pas pour y rester indéfiniment, mais parce que l'augmentation de 30% me donnait une base financière pour constituer les réserves nécessaires à la création de ma propre structure. J'avais fixé un horizon de 9 mois. 9 mois de directeur commercial, 9 mois d'économie systématique, 9 mois pour structurer le projet en parallèle. C'est pendant ces 9 mois que j'avais croisé Margot. Margot Descamps, consultante RH indépendante, 38 ans, que j'avais rencontrée lors d'une journée de formation organisée par la Chambre de commerce où on m'avait demandé d'intervenir comme expert commercial. Elle animait la session précédente sur le recrutement et on s'était croisés dans le couloir de la cafétéria avec nos tasses de café respectifs et cette légère gêne des gens qui ne se connaissent pas mais qui vont partager un espace professionnel pour la journée. « Vous faites quoi ?» m'avait-elle demandé directement. « Formation commerciale. »« Et vous ?»« RH et recrutement. » On travaille souvent sur les mêmes entreprises sans se croiser. C'est logique de se croiser maintenant. Elle avait souri. Oui. C'est logique. On avait déjeuné ensemble entre les 2 sessions. J'avais appris que Margot avait créé sa structure depuis 4 ans, qu'elle avait une clientèle stable de PME régionales, et qu'elle voyait souvent ses clients exprimer des besoins de formation commerciale qu'elle ne pouvait pas adresser elle-même. Je les oriente vers d'autres prestataires, mais je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui fasse vraiment le travail du terrain. Elle m'avait regardé avec cette attention évaluatrice des gens d'affaires. Est-ce que vous êtes en train de créer quelque chose ? Dans 9 mois, oui. Vous cherchez des partenaires ? Je cherche à comprendre ce que ça implique d'abord. C'est sage. Rappelez-moi dans 9 mois. Elle m'avait donné sa carte. Sa poignée de main était ferme et sèche, le genre de poignée qui dit « je tiens mes engagements ». Je l'avais rappelé 9 mois et 3 jours plus tard. JM Formation avait été créé un lundi de septembre, avec un capital social de 5 000 euros et les 3 clients qui m'avaient dit de les rappeler quand je serais libre. Margot Descamps était ma première partenaire commerciale, pas associée, pas salariée, partenaire dans le sens d'un accord de coopération où elle m'orientait des clients et où je faisais de même pour elle, avec une commission croisée sur les affaires apportées. C'était une architecture simple, sans ambiguïté, sans compte en commun, sans risque de répétition de ce qui s'était passé avec Sébastien. J'avais appris. Le premier mois de JM Formation avait été étrange dans sa légèreté. Après 22 mois de remboursement, après les 9 mois chez Verdier en parallèle du projet, je m'attendais à de la tension, à la pression du démarrage. Et il y avait bien sûr une pression, pas d'entreprise sans, mais elle était d'une nature différente de tout ce que j'avais connu. C'était la pression de quelque chose qu'on construit pour soi, avec ses propres règles, à sa propre mesure. Non plus la pression de rembourser, non plus la pression d'un objectif imposé par un employeur. Juste, faire bien son travail, tenir ses engagements, construire quelque chose de solide. Mes premiers clients avaient des besoins concrets et urgents. Une PME de 16 personnes dans le secteur du bâtiment dont l'équipe commerciale de 3 personnes vendait beaucoup moins bien qu'elle ne le pourrait faute d'une méthode claire. Un distributeur de matériel médical dont les commerciaux avaient du mal à adapter leur discours aux acheteurs hospitaliers. Un cabinet d'expertise comptable qui voulait développer sa clientèle PME et ne savait pas comment prospecter. 3 entreprises, 3 problèmes différents, 3 façons d'intervenir. Je passais 3 jours chez chacun, j'observais, je posais des questions, je formulais un diagnostic. Puis je revenais avec un plan sur 2 mois, des sessions de formation, un suivi. C'était du travail de terrain, concret, avec des résultats mesurables à court terme. Ce côté-là me plaisait particulièrement, non pas la théorie des ventes, mais la pratique réelle dans des situations réelles. Maître Fontaine m'avait appelé lors du 3e mois de JM Formation.
Pas pour une question juridique, pour me proposer de me recommander à un de ses clients qui avait des difficultés commerciales. Je garde vos coordonnées depuis le début, Julien, avait-elle dit. J'avais le sentiment que vous construiriez quelque chose de bien. Je lui avais répondu que c'était en grande partie grâce à elle. Non, avait-elle dit, avec cette précision qu'elle mettait dans tout. Grâce à vous. Je vous ai juste montré le chemin légal. Le chemin réel, vous l'avez fait vous-même. La première année de JM Formation avait généré un chiffre d'affaires de 68 000 €, bien au-delà de ce que j'avais projeté dans le scénario optimiste, grâce en grande partie au réseau de Margot qui m'avait orienté vers des clients qu'il m'aurait fallu 1 an à trouver seul. Les interventions étaient concrètes, des journées de formation pour des équipes commerciales, des coachings individuels de directeurs des ventes, des audits de processus de vente dans des PME qui sentaient que quelque chose ne fonctionnait pas mais ne savaient pas quoi. Ce dernier service, l'audit, était devenu ma spécialité, la capacité à entrer dans une organisation, à observer comment les choses se passaient vraiment plutôt que comment elles étaient supposées se passer, et à formuler un diagnostic précis. C'était exactement ce que Madame Chabrier, ma professeure de français au lycée, m'avait dit que je faisais naturellement, reformuler les problèmes avant de chercher les solutions. Je pensais souvent à Sébastien pendant cette période. Non pas avec rage, la rage était passée assez vite, remplacée par quelque chose de plus froid et de plus utile, une compréhension des failles dans ma propre façon de faire confiance. Sébastien n'avait pas été un accident de parcours. Il avait été le révélateur de quelque chose que je n'avais pas encore appris, que le charisme n'est pas un indicateur de fiabilité, que l'enthousiasme partagé sur une idée n'est pas une base suffisante pour une association, que la confiance sans vérification est une forme de paresse déguisée en vertu. Ces leçons, je les avais payées cher. Mais je les avais payées une seule fois. Ma mère m'avait appelé un soir de la 2e année de JM Formation. Elle voulait savoir comment ça allait, pas l'entreprise, moi. Tu as l'air différent depuis quelques mois, avait-elle dit. Différent comment? J'avais réfléchi. Je sais pas exactement. Plus stable peut-être. Stable comme quelqu'un qui a trouvé quelque chose. Stable comme quelqu'un qui sait ce qu'il peut traverser. Elle avait gardé le silence un moment. Tu te souviens de la question que je t'avais posée à 17 ans? Important pour qui? Oui. Tu as une réponse maintenant? J'avais réfléchi sincèrement. Pour moi d'abord. Pour Claire et Léa. Et pour les gens avec qui je travaille, pour que leur travail soit mieux, que leurs équipes soient meilleures, que les choses qu'ils ont construites tiennent. Ma mère avait dit simplement, c'est une bonne réponse. Verdier m'avait appelé 6 mois après la création de JM Formation. Il m'avait demandé si j'accepterais d'intervenir en formation pour ses équipes commerciales. J'avais accepté avec plaisir, en lui proposant un tarif qui respectait les deux parties. C'était une façon de boucler une boucle. L'homme qui m'avait donné un emploi quand j'en avais besoin devenait un client quand c'était lui qui avait besoin. Ces symétries-là, dans une vie professionnelle, ont quelque chose de proprement satisfaisant. La 3e année, JM Formation avait 6 clients réguliers, un chiffre d'affaires annuel de 140 000 € et la capacité de constituer les réserves que j'avais toujours voulu avoir, ces 2 mois de charge d'avance qui dormaient sur un compte et représentaient non pas de la richesse, mais de la solidité. De la solidité bâtie sou après sou, patiemment, avec la rigueur de quelqu'un qui sait ce que ça coûte de ne pas en avoir. Il y avait dans cette 3e année une chose que je n'avais pas anticipée et qui m'avait touché d'une façon inattendue. Des gens qui avaient entendu parler de mon parcours et qui venaient me demander comment on s'en sort quand tout s'effondre. Pas beaucoup, 2 ou 3, via le réseau de la chambre de commerce ou de Margot. Des entrepreneurs qui traversaient des difficultés, des gens en liquidation judiciaire qui cherchaient une lumière au bout du tunnel, des personnes qui avaient perdu confiance en leur capacité à recommencer. Je les recevais. Je leur racontais ce qui m'avait aidé, le carnet, les créanciers contactés en direct, la distinction entre fuir et avancer. Je ne leur donnais pas de leçons. Je partageais ce qui avait fonctionné pour moi, avec la précision que ce qui fonctionne pour moi n'est pas une recette universelle. Certains repartaient avec quelque chose d'utile. D'autres avaient surtout besoin d'être écoutés. Je l'avais été, par Claire, par Maître Fontaine, par Verdier d'une certaine façon. C'était une façon de rembourser cette dette-là, pas en argent, mais en temps et en attention. J'avais aussi, au cours de cette 3e année, déposé une plainte contre Sébastien Aurel. Pas par rancœur, j'avais passé l'heure de la rancœur depuis longtemps. Mais parce que Maître Fontaine m'avait rappelé que l'abus de confiance et le détournement de fonds sont des délits, et que ne pas les dénoncer revenait à laisser Sébastien libre de recommencer avec quelqu'un d'autre. L'enquête avait duré 1 an. Sébastien avait été retrouvé à Lyon, où il avait recommencé exactement le même schéma avec un autre associé. Il avait été mis en examen. Je n'avais pas assisté au procès. Je n'en avais pas besoin. Cette histoire-là était derrière moi, rangée dans un tiroir intérieur que je n'ouvrais plus. René Aubert, le fabricant de mobilier qui avait été le premier créancier à me serrer la main sur un plan de remboursement, m'avait appelé un jour pour me demander si je pouvais intervenir auprès de son équipe de vente.
Vous m'avez impressionné quand vous êtes venu m'expliquer votre situation, m'avait-il dit. Vous saviez ce que vous vouliez dire et vous l'avez dit clairement. Mes commerciaux auraient besoin de ça. Je l'avais reçu à déjeuner. On avait signé un contrat d'accompagnement annuel. C'était ma façon préférée de faire du business. Non pas convaincre des inconnus mais construire des relations sur le long terme avec des gens qu'on a connus dans des circonstances réelles. Les relations forgées dans les moments difficiles ont une qualité de confiance que les relations ordinaires n'ont pas. Aubert le savait. Je le savais. On n'en avait pas besoin de le dire. Léa avait 9 ans maintenant. Elle allait à l'école dans le quartier. Elle faisait de la danse le mercredi. Et elle avait cette façon des enfants d'âge scolaire de poser des questions qui semblent simples et ne le sont pas. Un soir, elle m'avait demandé « Papa, c'est quoi ton travail exactement ?» « J'aide les gens à mieux vendre ce qu'ils font », avais-je répondu. « Mais comment tu leur apprends ?»« Je leur montre comment regarder les choses différemment. » Elle avait réfléchi. Comme un prof. Un peu. Mais sur le terrain. Elle avait hoché la tête avec ce sérieux de l'enfant qui classe l'information dans la bonne case. D'accord. Puis elle était retournée à son livre. Je l'avais regardée lire pendant quelques minutes, depuis le canapé, sans qu'elle s'en aperçoive. Elle avait les cheveux de Claire et la concentration de quelqu'un qui n'a pas encore appris à faire semblant d'être intéressé. Soit on l'est, soit on pose le livre. Cette honnêteté-là, j'espérais qu'elle la garderait longtemps. Ma mère avait gardé le carnet rouge dans lequel j'avais rayé les dettes, que je lui avais montré lors d'un dîner chez mes parents après la dernière échéance URSSAF. Elle l'avait pris, l'avait feuilleté en silence, et l'avait posé sur la table de la cuisine près de l'évier, là où mon père posait ses clés le soir en rentrant. Elle ne l'avait pas rendu. Je ne le lui avais pas demandé. Ce matin, dans les bureaux de JM Formation, un appartement de 80 mètres carrés transformé en espace de travail dans le quartier des Chartrons, avec une vue sur les façades de pierre blonde qui caractérisent Bordeaux et une lumière qui change d'heure en heure selon le soleil, j'avais eu un entretien avec un nouveau prospect. Un directeur général d'une PME de transport de 50 salariés, qui cherchait à développer ses ventes et ne savait pas pourquoi ses résultats stagnaient malgré une équipe commerciale apparemment motivée. Je lui avais posé des questions pendant 1 heure. À la fin, il m'avait dit « Vous posez des questions que personne d'autre ne m'a posées. Ce sont les bonnes questions. » Je crois que oui. Alors on travaille ensemble. Je me souviens que Madame Chabrier disait « Comment tu arrives à cette réponse ?» Je n'avais jamais oublié ça. Ce n'est pas la réponse qui compte en premier. C'est le chemin pour y arriver. Le chemin est différent pour chacun. Et connaître son chemin, ses méthodes, ses réflexes, ses façons de voir, c'est la seule vraie compétence qu'on ne peut pas perdre, même quand un associé disparaît avec la caisse, même quand l'huissier sonne à 7h30, même quand tout ce qu'on a construit s'effondre d'un coup. On peut tout perdre sauf ça. Et ça suffit pour recommencer. J'ai raccompagné le prospect jusqu'à la porte. On s'est serré la main dans le couloir. Dehors, Bordeaux brillait sous le soleil de fin d'après-midi, ce soleil atlantique qui rend la pierre blonde encore plus dorée et qui donne à la ville une lumière qu'on ne trouve nulle part ailleurs. J'ai refermé la porte. Je suis retourné à mon bureau. J'avais du travail. Mon père était venu visiter les bureaux de JM Formation lors d'un déjeuner en famille, en fin de 3e année. Il avait regardé l'appartement transformé en espace de travail, les 2 bureaux, la petite salle de réunion avec le tableau blanc couvert de schémas de processus commerciaux, les étagères de livres, la vue sur les toits des Chartrons, avec cette attention tranquille de quelqu'un qui observe quelque chose de réel pour en vérifier la solidité. Il avait passé la main sur le bord du bureau principal, comme on teste la qualité d'un bois. « C'est à toi ça », avait-il dit. « Oui. Vraiment à toi. Pas à moitié. »« Non. Pas à moitié. » Il avait hoché la tête. Ma mère, derrière lui, avait les yeux brillants qu'elle retenait avec cet effort visible des gens qui ne veulent pas pleurer dans les moments heureux parce que ça les rendrait trop heureux et qu'on ne sait pas très bien quoi faire d'un bonheur aussi franc. « Ton grand-père », avait dit mon père, son propre père, l'homme qui avait passé 40 ans en usine à Mérignac avant de prendre sa retraite et de cultiver son jardin. Ton grand-père disait toujours « La seule chose qui appartient vraiment à un homme, c'est ce qu'il a gagné à la sueur de son front. » Je comprenais pas trop ce que ça voulait dire quand j'étais jeune. Là je comprends. Je n'avais pas répondu. Je n'avais pas de mots qui valaient mieux que son silence. On avait déjeuné dans un restaurant du quartier, tous les 4 avec Claire et Léa. Léa avait mangé ses moules en parlant sans s'arrêter de ce qu'elle avait appris à l'école cette semaine. Mon père l'avait écouté avec l'attention totale qu'il réservait aux enfants, cette façon de traiter ce qu'ils disent comme si c'était aussi important que n'importe quelle conversation d'adulte, ce qui en faisait un grand-père que Léa adorait et cherchait toujours à asseoir à côté d'elle. Ce matin, en arrivant au bureau, je dis au bureau maintenant avec une facilité naturelle qui m'aurait surpris il y a 4 ans, quand ce mot résonnait comme quelque chose d'inaccessible. J'avais trouvé sur mon bureau une enveloppe que j'avais laissée là la semaine dernière et que j'avais eu la flemme d'ouvrir. Une enveloppe de l'URSSAF. Pas une dette, une confirmation de mise à jour de mes coordonnées bancaires. Rien d'important.
Mais pendant la fraction de seconde où j'avais vu l'entête, quelque chose dans le corps s'était légèrement tendu, un réflexe conditionné qui persiste longtemps après que la menace a disparu. Le corps se souvient de ce que la tête essaie d'oublier. J'avais souri. J'avais posé l'enveloppe sur le coin du bureau. J'avais ouvert mon ordinateur. J'avais du travail. Le carnet rouge, celui dans lequel j'avais rayé les dettes, était dans un tiroir du bureau depuis le début de JM Formation. Je ne l'avais pas jeté. Pas par sentimentalisme, mais parce qu'il me semblait utile de le garder accessible. Pas pour le regarder souvent, quelquefois seulement, lors des moments où le travail était difficile, où les résultats tardaient, où les projections semblaient incertaines. Ces moments-là, j'ouvrais le tiroir, je prenais le carnet, je regardais les pages rayées en rouge. Et je me souvenais que j'avais déjà traversé quelque chose de bien plus lourd que ce que j'avais devant moi ce jour-là. Que je l'avais traversé méthodiquement, 100 € par 100 €, créancier par créancier, mois après mois. Que la méthode avait tenu. Et que si la méthode avait tenu pour 43 000 € de dette, elle tiendrait pour n'importe quoi d'autre. Je refermai le tiroir. Je rouvris mon ordinateur. Dehors, Bordeaux brillait sous ce soleil atlantique qui dore la pierre et qui donne à la ville une lumière qu'on ne trouve vraiment nulle part ailleurs. Un nouveau client attendait sa première session de formation la semaine prochaine. Ces commerciaux avaient du mal à conclure leur vente. Je savais comment les aider. Je me mis au travail.